Philippe, vous savez, je vais essayer de vous dire certaines choses, mais c'est très dur. Enfin, bon, voilà. Il faudrait qu'il s'assoie. Non, Oui. ça va, c'est bon. Non, c'est bon. Un verre d'eau. Je vais pouvoir tenir. Voilà. D'accord, merci. Je suis en bonne compagnie. Je ne le mettrai pas à ta gauche parce que ça me rappellera un mauvais souvenir. D'accord. Oui. Bon, voilà, donc il y a moi je voudrais vous dire d'abord, revenir un tout petit peu en arrière, revenir. Mon père n'a pas connu le billet vert, enfin ici il l'a connu, mais il a été relâché. Moi, il m'a donné plus tard une raison, parce que c'est la seule personne qui soit rentrée des camps de la mort. Il m'a donné une raison en me disant, oui, moi j'étais un narco-syndicaliste, et de ce fait, donc, bon, il n'avait aucune preuve contre moi, et ils m'ont relâché. Bon, mais il a été récupéré le 15 août suivant, c'est passé en 1941, et il a été d'abord dans le camp de Compiègne, où il est resté pendant une dizaine de mois à peu près. Ensuite, il a été à Drancy, et de Drancy, donc, il est parti pour Auschwitz, Auschwitz I. Bon. Donc, nous, on est resté à la maison tout seul, bon, tout à fait, parce que juste en face de chez nous, nous habitions au 43 rue de la Roquette, à Paris, juste en face de chez nous, il y avait le frère de ma maman, avec sa famille, donc sa femme, 3 filles, dont une petite qui avait 4 ans, Raymonde, et puis un grand garçon qui s'appelait Albert. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Albert, du haut de ses 19 ans, à peu près, a été pratiquement le chef de famille. C'est lui qui a pourvu un petit peu à tout, quoi, pour nous. Et ça a duré comme ça jusqu'en avril 42. Avril 42, mon oncle, donc, qui se trouvait avec mon père et qui avait été arrêté en même temps, a été envoyé par le convoi numéro 1. Au mois de juin, au début juin, le 6 juin 41, c'est mon père qui est parti également, donc, et c'était le convoi numéro 2. Bon, et nous avions, enfin moi, là, ce sont disons des souvenirs, je ne peux pas trop me rappeler de ça, évidemment, puisque j'allais avoir 3 ans au mois de juin 42, et donc il y a eu la rafle du Veldiv. Alors la rafle du Veldiv, je voudrais quand même juste faire un petit aparté. C'est appelé opération vent printanier. Alors pourquoi opération vent printanier? Parce que normalement, cette opération aurait dû se passer vraiment au printemps. C'était prévu pour le mois de mai ou le mois de juin au plus tard. Et en fait, donc, bon, il y a eu un petit retard. Et bon, voilà, on a eu un tout petit sursis, quoi, en fait. On peut dire ça comme ça. Et donc, eh bien, on a été arrêtés. Et c'est la flicaille parisienne. Alors moi, je ne mâche pas mes mots. Les flics de ce genre, je les appelle la flicaille. Les gendarmes, pour moi, c'est des pandores. Je trouve que c'est pas assez péjoratif pour ça. Bon, il y a eu, c'est vrai, alors je rejoins quand même Philippe pour ça, il y a eu aussi bien des gendarmes que des policiers qui ont été humains, c'est vrai, et qui ont prévenu les gens. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes parmi vous avaient vu le film Les Guichets du Louvre, où on voit donc la police française qui vient pour arrêter une famille, et il y a donc un des policiers qui dit, écoutez, nous revenons cet après-midi, donc vous préparez quelques affaires, et puis on viendra vous rechercher. Donc ça voulait dire, effectivement, donc, sauvez-vous, ne restez pas là. Bon, voilà, donc je reviens donc à nous. J'avais donc ma tante donc, qui habitait en face de chez nous avec ses enfants. Albert, donc le garçon, s'était caché à ce moment-là donc dans les toilettes qui se trouvaient entre 2 étages, des toilettes extérieures. Et il y avait donc les 3 filles. Une des filles se trouvait chez une voisine, une non-juive, et qui avait voulu la sauver parce qu'on savait quand même qu'il se passait certaines choses déjà là, puisque
père était parti, on dit pourquoi pas nous? Mais c'est vrai que tant que les hommes étaient arrêtés, on disait bon, c'est pour travailler. Mais là, c'était autre chose. Arrêter des femmes, des enfants, même des enfants en bas âge. Bon, là, on n'est pas tout à fait d'accord avec Philippe, mais enfin, c'est une question de détail, comme auraient dit certains bonhommes. Vous voyez de qui je veux parler. Bon, et il y a eu donc les autobus parisiens qui nous attendaient donc, dans la rue de la Roquette. Et on a traversé la cour. Ma cousine, donc Rebecca, qui était chez cette voisine, Madame Snard, donc sa maman, donc c'est-à-dire ma tante, a crié Rebecca, descends, on retourne dans notre pays. Ils étaient d'origine polonaise, donc on retourne dans notre pays. Bon, une fois, deux fois, trois fois, ben, Rebecca est descendue et puis elle est partie avec nous. Alors, on a été entassés dans les bus, et puis une chose donc, que je rejoins aussi qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est que la plupart des gens passaient totalement indifférentes. Certains disaient « Oh, c'est bien fait, il y a trop d'étrangers, trop de juifs en France », et puis quelques-uns qui disaient « Ah, les pauvres gens ». C'était une minorité, mais aussi, même cette deuxième partie était une minorité. Voilà, ça c'est... Alors, on s'est retrouvés ensuite. Alors d'abord, on a été au gymnase Japy, donc, qui se trouvait vers la place Voltaire, Léon Blum, pour ceux qui connaissent Paris. Et on a été transférés ensuite, on a eu un voyage gratuit de là jusqu'à, comment dirais-je, le vélodrome d'hiver, donc le Veldiv, comme on l'appelait. On est resté... Donc, excusez-moi. Tout d'abord, donc, on s'est retrouvés bon, dans des conditions absolument donc, abominables. Même en parlant, c'est pas possible d'expliquer ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu, donc, comme tout à l'heure l'a dit Philippe, on a été séparés des adultes et de nos mamans, notamment. Et là, ça a été des coups de pied, des coups de poing, enfin, etc. Mais c'est pas là que j'ai reçu mon coup de matraque, hein, c'est beaucoup plus tard. Et donc, si vous voulez, bon, les gendarmes se sont interposés et effectivement ont donné des coups de matraque, avec des matraques ou avec leurs mitraillettes qu'ils avaient avec eux. Et puis, il y avait quelques Allemands, 2-3 Allemands par-ci, par-là, là, qui observaient, qui étaient des observateurs, effectivement. Et donc, on est resté. Alors, on est resté uniquement les petits, c'est-à-dire mon frère, qui avait 5 ans, ma cousine Raymonde, alors mon frère s'appelait Édouard, ma cousine donc Raymonde, qui avait 4 ans, et puis moi qui en avais 3. Et on est resté comme ça, disons, dans ce Veldiv jusqu'au 22, donc le 22 juillet, et on a été envoyé donc dans le camp de Pithiviers. Il y avait 3 destinations. Les personnes qui étaient seules, célibataires, etc., étaient envoyées directement à Drancy. Les autres étaient envoyés à Beaune-la-Rolande ou Pithiviers. Je ne sais pas si tout le monde entend. Vous entendez bien là-bas? Oui. Oui. Non, ça va. Là, donc, et puis, donc, on est arrivé à Drancy. Donc, je suis en train de... Voilà, bon, donc ma maman donc, et tous les autres étaient partis, donc on s'est retrouvés donc un petit peu tout seul. Et puis, quelques jours après, donc on a été envoyés donc nous-mêmes à Drancy. Le lendemain de notre arrivée à Drancy, ma cousine est partie dans un convoi. Le surlendemain, ça a été mon frère. Et moi, je suis resté. Et le 3 septembre, comme ça se passait au mois d'août, hein, tout ça, je pense que je mélange un petit peu les trucs, excusez-moi. Donc, le 3 septembre, donc, ne descendant pas assez vite les escaliers du camp, il y a un brave Pandore qui m'a donné un coup de matraque sur le crâne, qui m'a ouvert le crâne, et je me suis retrouvé à l'hôpital. Bon.
l'hôpital, il n'y a pas eu de bulletin d'entrée, en fait. Il y avait peu d'hôpitaux qui acceptaient les enfants juifs. Il y avait l'hôpital Rothschild et l'hôpital des enfants malades, donc l'hôpital Trousseau. Et je suis allé à l'hôpital Rothschild, et là, il n'y a pas eu de bulletin d'entrée. Fort heureusement, parce que j'ai été gardé comme ça jusqu'au 22 avril 1943. Mais c'est pas pour ça que j'ai été sauvé, évidemment. Parce que Serge Schlersfeld, il a fallu beaucoup que je me batte aussi avec lui pour obtenir des réponses. La meilleure preuve, c'est que j'ai écrit mon histoire, l'histoire de ma famille, mais j'ignorais que j'étais passé par Pithiviers. Drancy, oui, mais Pithiviers, je l'ignorais, en fait. Bon, peu importe. Et donc, à l'hôpital, le 22 avril, j'ai donc été libéré, et j'ai été envoyé dans un home d'enfants, parce qu'il y avait l'Union Générale des Israélites de France, le GIF, donc, qui nous plaçait dans des maisons d'enfants, la plupart étant des orphelins juifs, enfin, etc. Et là, 5 jours après, eh bien, un couple de Français, israélites eux-mêmes, alors je fais le distinguo entre juifs et israélites. Israélites, d'après l'État français, d'après le gouvernement de Vichy, c'était des Français. C'était des Juifs qui étaient français. Et nous, on était la pègre venant des pays de l'Est ou d'Europe centrale. Et donc là, le couple avait été rue de la Bienfaisance dans le 8e arrondissement. Ils avaient donc rencontré une personne responsable qui arborait donc des médailles de la Première Guerre mondiale. Et avec celui qui devait venir, mon père adoptif, Raymond Parenti, ils ont commencé à parler du pays, parce que lui avait été capitaine de tirailleurs algérien, du 10e tirailleur algérien, donc pendant la Première Guerre mondiale. Alors voilà, donc un petit peu, si vous voulez, là, je vais un peu accélérer. J'ai été le seul sauvé sur la soixantaine de gosses qu'il y avait. J'étais l'unique, si vous voulez, qui a été sauvé. Tous les autres ont été complétés à un convoi 15 jours après. Et donc je me suis retrouvé donc, en plein Paris, derrière les Galeries Lafayette et l'Opéra, rue Taitbourg, 44 rue Taitbourg exactement. Et bon, nous avons passé le restant de la guerre tant bien que mal. On a été maintes fois inquiétés, tant et si bien que, bon, si je vous raconte peut-être l'anecdote, on a eu une fois donc, la Gestapo française, des cirés noirs, chapeaux noirs, enfin, etc., qui sont arrivés, qui ont frappé à la porte. Il n'était que 2, les autres étaient restés dehors dans la voiture. Et il y en a un donc, qui est rentré un petit peu en vainqueur en disant, vous voyez un peu le machin. Il dit, bon voilà, vous avez un petit loupin là chez vous, nous venons le chercher. Non, mais oui, juif, mais enfin, il est israélite, il est français, il a la nationalité française. Ah bon, mais vous aussi, au fait, vous êtes juif, vous aussi. Alors mon père adoptif, qui était quelqu'un de très... qui était un sacré bonhomme, je veux dire comme ça, il l'a regardé, il lui a dit, écoutez, qu'est-ce que vous reprochez aux juifs? Et il attendait la réponse, et la réponse, elle est arrivée, donc il a dit, oh oui, les juifs ne sont pas de bons soldats, ne sont pas ci, ne sont pas ça. Ah, il dit, ah bon, venez avec moi, mon brave homme. Et dans une petite pièce qui se trouvait, une espèce d'alcôve, il y avait des photographies. Et on voyait le capitaine, donc Raymond Parenti, en tenue donc, militaire. Le gars, il s'est mis au garde à vous devant lui. Et donc là, mon père adoptif, il a continué après. Il dit, mais en fait, qui est-ce qui nous a dénoncés comme ça? Alors le gars, il dit, vous savez, je n'ai pas le droit de vous le dire. Le père adoptif, bon, c'est la pipelette. Pipelette, à Paris, on appelait ça les concierges, comme ça. Voilà. Et comment dirais-je, mon père adoptif, il dit, ce soir, elle couche au poste, sans problème. C'est ce qui s'est passé. Il est reparti avec son collègue, ils ont tourné les talons. Et je vous assure que chaque fois, il y a eu des choses de ce genre. Il n'a pas hésité à faire le coup de poing sur les grands boulevards. Les Juifs n'avaient pas le droit d'être sur les grands boulevards. Il arborait son étoile jaune, alors que pudiquement, son épouse Marcel mettait son sac pour cacher l'étoile. Vous voyez, bon, c'était vraiment bon. Alors voilà, c'était la guerre. Il a
Il n'a pas essayé, il n'hésitait pas, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et à la fin de la guerre, il m'a surnommé, il m'a dit voilà, si on est là, c'est aussi grâce à Maurice, il nous a porté chance. Et comme ils étaient originaires de Constantine, l'Algérie, bon, ils parlaient l'arabe, et il m'a surnommé Maurice la Baraka. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes parmi vous là qui me connaissent sous le surnom de Maurice la Baraka. Voilà. Bravo! Je vous rassure, je vais être très rapide, mais à l'occasion de cette exposition, l'association des fils et filles de déportés juifs de France et l'association du convoi numéro 6 a travaillé à utiliser les archives de Serge Klarsfeld et avec l'appui de Serge Klarsfeld. Et ils ont établi une liste qui est certainement incomplète parce que, bon, on a discuté hier, la liste de tous les déportés de l'Ardèche. Donc j'ai pour rôle de vous remettre officiellement cette liste que vous avez sous forme de papier et que je vous ai envoyé sous forme d'un tableur Excel qui va vous permettre de travailler. Voilà, de la part de Serge Klarsfeld et de son association.